le sol. Le zazen, c'est comme le piano, il faut faire des gammes. En fait, au début, il faut faire des gammes et récapituler les points importants de la posture. Je suppose que Véronique vous a tout montré. Après, vous pouvez improviser. Jambes croisées, les genoux plantés en sol. Poussez la terre avec les genoux, poussez le ciel avec la tête. La main gauche est placée dans la main droite, les paumes vers le ciel. Les pouces se joignent, sont en contact horizontalement. C'est-à-dire que la ligne des pouces ne forme ni montagne ni vallée. Les avant-bras ne sont pas collés aux hanches. Il reste un petit espace, une petite respiration. Les coudes ne sont pas collés aux hanches non plus. Ils sont légèrement ouverts. À partir de là, les épaules se relâchent. C'est important d'avoir les épaules bien relâchées. Donc ça joue avec les mains. Vous vous rendez compte de l'interconnexion de toutes les parties du corps, les unes entre elles. Il faut toujours que le bassin soit basculé vers l'avant, au niveau de la première vertèbre, la 5e vertèbre lombaire. C'est la première vertèbre mobile. 5e vertèbre lombaire, première vertèbre mobile. Mobile, ça veut dire que c'est au-dessus du sacrum qui est soudé en un bloc. Et à partir de la 5e, il y a mobilité. À partir de cette mobilité de la 5e vertèbre lombaire, vous pouvez régler la verticalité de votre posture. Le nez et le nombril sur une même ligne. Les oreilles et les épaules sont sur un même plan. Tout ça, c'est des mantras qu'il nous faut répéter. Et vivre, ressentir. C'est pas intellectuel, c'est pas moral, c'est pas religieux. C'est suivre l'ordre cosmique, disait Sensei. L'ordre des choses, l'ordre naturel. Si l'homme suivait l'ordre cosmique, alors il y aurait moins de problèmes. Malheureusement, à cause de l'ego, du désir de pouvoir, de puissance, de la folie, de l'égoïsme, on va à l'encontre de l'ordre cosmique. Parce que l'intérêt immédiat,
Donc c'est important ensuite la position de la tête. Elle est en interdépendance avec la cambrure du bassin de la cinquième vertèbre lombaire dont je viens de vous parler. Elle est en interdépendance avec la nuque. La nuque est tendue, étirée, comme si vous vouliez ouvrir une grande fenêtre derrière la nuque. Vous savez, c'est ces fenêtres qu'on soulève. Il faut étirer la nuque, pousser le ciel avec la tête. Mais ne pas laisser tomber la tête en avant. Tête droite, menton rentré. Ça, c'est un mantra très important. Menton rentré. Vous savez, toutes ces choses qu'on vous apprend. Quand on vous apprend, on apprend aux enfants à se tenir correctement à table. On ne met pas les coudes sur la table. Ça paraît ridicule, ça paraît militaire, mais on inscrit des mantras de comportement dans le corps. Faut pas laisser faire n'importe quoi. Les enfants sont les enfants, les parents sont les parents. Il y a des choses qui sont interdites pour les enfants. Faut leur dire, tu fais pas ça, tu fais comme ça. Le cadeau de tout ça, c'est le retour aux conditions normales. Redevenir normal, c'est précieux. On en sait quelque chose. Dans notre année 2023, on aspire à redevenir normal. Seulement normal. Menton rentré, étirer la nuque, pousser la terre avec les genoux. Mon maître disait la posture de la non-peur. Vous pouvez vaincre la peur dans cette posture. Kyosaku. Alors, vous voyez, dans un vrai dojo, il y a toujours un Kyosaku. En français, on l'appelle le Kyosakuman. Un moine qui passe derrière les rangées de pratiquants et qui, à la demande, donne un coup de bâton sur les points d'acupuncture. Au Japon, ils ne demandent pas la permission, ils le donnent d'office. Chukai.
racine du pouce gauche qui est enserrée dans le coin gauche et placée sous le sternum. Le sternum, c'est là où les côtelettes sont cachées. Sous le sternum, il y a un petit creux. Très important qu'on n'a pas le droit de piquer normalement en acupuncture parce qu'il est très sensible. Et c'est là que vous posez la racine du pouce gauche. Et ensuite, vous enserrez la main gauche, le poing gauche, dans la main droite. Les avant-bras sont bien horizontaux, les épaules relâchées vers le bas. Le menton rentré, la nuque étirée comme d'habitude, poussez le ciel avec la tête. Et vous allez rythmer la respiration, la marche avec la respiration. Dans le zen, on commence toujours par expirer et ensuite on laisse l'air nous remplir pendant l'inspiration. C'est le contraire de la plupart des respirations yogiques, où on va porter plutôt son attention sur l'inspiration et pratiquer l'apnée. C'est ni bon ni mauvais, c'est autre chose. C'est deux approches différentes. Donc dans le zen, on expire. L'expiration doit être lente, ténue, imperceptible, et plus longue que l'inspiration. Quand vous avez fini votre expiration, vous êtes au bout. Si vous le pouvez, vous faites un petit temps d'arrêt et vous laissez l'inspiration vous remplir. Les poumons se gonflent, le corps devient léger et pendant cette inspiration, vous passez la jambe arrière en avant. Et à nouveau, expiration. On presse le sol avec la plante du pied, spécialement la racine du gros orteil. Laissez pas tomber la tête en avant. Bien fort. La dernière fois que je suis venue, et là encore, alors encore plus, j'avais un pied qui s'alourdissait, puis après ça commençait à monter. Est-ce que c'est une question? C'est tout à fait normal. Moi j'ai la même chose. C'est les conditions normales. C'est parce que les os se serrent fortement l'un contre l'autre, ça fait. Normalement, c'est aussi quand on se lève pour faire kinine, la marche, il faut faire attention parce qu'on a des fourmis dans les jambes et si on ne fait pas attention, on risque de tomber. Mais c'est tout ce qu'il y a de normal, mais on s'y habitue très bien, même à se déplacer avec la jambe ankylosée. Bon, au début, ça fait peur parce qu'on ne sait pas quoi faire. Mais quand vous aurez l'habitude, il n'y a plus aucun problème. Oui. C'est juste au début où ça lui fait à tout le monde l'état où on a très chaud et après on a des sueurs et après ça part. Quand on est débutant, c'est des phénomènes qui sont assez courants. Okay.
Parce qu'on ouvre des zones dans le corps, des chakras, et on a ça et ça fait un peu peur, il y a le cœur qui bat vite, on a chaud. Tout le monde a expérimenté ça, j'aime bien moi. Après quand on aime bien ça, ça disparaît. D'autres questions? Pourquoi c'est tellement important de ne pas bouger? De ne pas bouger parce qu'on suit l'ordre cosmique. C'est-à-dire que le cosmos lui-même bouge. Et que quand on veut suivre ce mouvement, il ne faut pas bouger. En fait, les mouvements humains sont interférences. Il faudrait que on veut toujours, on fuit toujours, on bouge toujours, on fait toujours des mouvements, on est impatient. Même après 40 ans de zazen, moi je suis très impatient. Alors j'accepte, je dis bon ben c'est ma nature d'être comme ça, mais on bouge de travers par rapport au cosmos. Quand on regarde le ciel, les étoiles, la Voie lactée, tout ça, ça bouge à l'unisson, à la bonne vitesse, etc. Donc, quand on ne bouge pas, on suit l'ordre cosmique. Et on découvre un autre mouvement, mais plus universel. Et c'est pareil pour la pensée. Ça va avec la pensée. Tiens, ben, j'ai oublié ce que j'avais à dire. Oui, on est obnubilé par la pensée. On a des soucis, on a peur. On n'arrête pas d'y penser. On a je veux ça, je veux ci, je veux pas ça, je veux pas ci, etc. Et en fait, ça, c'est des petites pensées, des micro-phénomènes. Quand on fait zazen, le fait d'ouvrir son être, parce que le zazen c'est l'être, eh bien, les micro-pensées disparaissent automatiquement. Hein. Et on rentre dans la macro-pensée universelle. Et quand on sort de zazen, ben on a l'esprit beaucoup plus simple, normal, beaucoup plus simple. On a de l'énergie, on a envie de vivre. Donc c'est précieux. C'est très précieux pour la santé mentale humaine. Et puis il y a des choses qui nous semblent, pour lesquelles on est avide, qui nous semblent très importantes, et après on se rend compte après le zazen que c'est pas tellement important. Et puis surtout aussi, on a peur du lendemain. On a peur du lendemain, et donc ça nous rétrécit, on se prend des angoisses, on dit est-ce que ça va marcher, j'y arriverai jamais, on s'en sortira jamais, la guerre, maintenant c'est la 3e guerre mondiale, je sais pas quoi. Et quand on fait zazen, on réussit à prendre son temps par rapport à ces phénomènes, à ne pas s'exciter, parce qu'en fait on a envie de courir. Si on prend vraiment conscience des petits phénomènes, on a envie de courir, de s'échapper, on ne sait pas où, mais de courir. Et quand on s'arrête, et on fait face, et on fait zazen, le démon s'en va. On peut même envisager de le guérir, mais ça c'est dangereux. C'est dangereux. D'autres questions? Est-ce qu'il y a des pratiques ou quelque chose qu'on peut faire chez soi pour améliorer quand on vient pratiquer ici? Je crois que le plus efficace pour améliorer, c'est de venir ici. C'est difficile de faire zazen chez soi. Moi,
Moi cet été je l'ai fait pendant pas mal de temps chez moi. Et je le fais pas pareil, mais moi ça fait très longtemps que je pratique tous les jours, toutes les séchimes, tous les camps d'été, tous les zazen. Et je suis passé à côté quand même de pas mal de trucs. Maintenant on me dit, ouais mais la vie mon petit pote, la vie normale, la famille, la société, tout ça, t'as oublié là avec ton zazen. Qu'est-ce que t'as foutu pendant tout ce temps de zazen? Rien. T'es un con, pauvre vieux. Et la famille, c'est un égoïste avec son zazen. Il y a un film magnifique qui s'appelle Samsara. Et c'est un moine tibétain. Et alors on montre toute sa jeunesse, etc. Ses désirs. Finalement, il laisse tomber pendant un moment, il laisse tomber la pratique parce qu'il a envie de connaître la vie, d'avoir un enfant, d'avoir une femme. Et il devient commerçant. Et puis finalement, il repart, il remonte au monastère. Après des années, il dit finalement ma vraie place c'est au monastère. Et sur le chemin du monastère, dans la montagne, il rencontre sa femme, Plam, au chemin, et elle lui sort un savon, elle lui dit la vérité. C'est dommage que je ne le connaisse pas par cœur, mais si vous avez l'occasion de voir ce film, Samsara, c'est très précieux. Et donc elle l'engueule. Mais quand tu deviens moine, on te dit, tu dois mourir dans le dojo, tu ne dois pas mourir dans les bras de ta femme. C'est contradictoire. Et la femme, tu dois mourir dans les bras de ta femme, tu dois mourir avec ta famille, pas dans le dojo. Ça s'appelle un koan. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de réponse, de toute façon, il vaut mieux avoir tort dans les deux cas. Vaut mieux 2 torts qu'un tu l'auras. Parce que c'est un enseignement. Quand on a tort, on éclaire son ignorance. C'est parce qu'on voit son ignorance, on se dit « Putain, j'ai fait ça, j'ai eu ça, j'ai dit ça, je me suis conduit comme un égoïste, j'ai pensé ça. » Alors on se dit c'est négatif. Non, c'est pas négatif parce qu'une fois qu'on l'a vu, on va le changer, ça va se changer. Donc il vaut mieux avoir tort 2 fois. C'est ce qu'a fait Jésus d'ailleurs. Il a eu tort pour tous les péchés de l'humanité. C'est-à-dire, il a dit, moi je meurs, je prends toutes les souffrances sur moi, je prends toutes les responsabilités sur moi parce que c'est moi le responsable de tout. Et je le fais pour ceux qui ne peuvent pas le faire, quoi. C'est un guérisseur. Donc le zen, ça guérit. Alors Sensei, il disait pas le zen, ça guérit. Il disait, si vous êtes malade, vous, de toute façon, vous ne pouvez pas faire zazen. Donc si vous faites zazen, c'est que vous n'êtes pas malade. Donc vous êtes guéri. D'autres questions? Nigawa kuwa kono kuroko motamani kusaini yoboshi wala to shujo kamina tamani butsudo rodan koto